Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Chers souricettes, bonne année 2021. On va être honnête, l'année 2020 a été plutôt difficile, chez nous comme chez vous, j'imagine. Alors, c'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan, rapide, je vous rassure. Nous avons eu droit au Covid, évidemment. Nous n'avions plus d'aide à la maison pendant plusieurs mois, plus de femmes de ménage, plus de garde d'enfants qui me permettaient de travailler. Un peu plus tard dans l'année, notre nounou a eu un arrêt maladie car elle était harcelée dans une autre famille. Donc c'était encore un mois où nous avons manqué d'aide à la maison. Le Covid a aussi eu pour conséquence des mois beaucoup plus difficiles financièrement pour les Montessori 7. Il y a eu des mois quasiment blancs pour nous financièrement cette année. Nous avons aussi eu 2 enfants hospitalisés. Notre fille Aliénor, je vous en ai déjà parlé dans un précédent podcast, qui a été hospitalisée pendant une semaine cet été pour une paralysie faciale. Et aussi, là en novembre, notre petit dernier, Étienne, qui n'avait que 14 mois et qui a dû être hospitalisé pour une brûlure au 2e degré, qui a nécessité une greffe de peau. J'ai passé 3 semaines à l'hôpital avec lui. Nous avons ensuite enchaîné encore les rendez-vous à l'hôpital pour la poursuite de ses soins. Je vous rassure, il va bien maintenant, il est en pleine forme. Il n'a pas souffert lors de son séjour à l'hôpital, à part le premier jour, évidemment, où il fallait traiter la brûlure, la nettoyer, etc. Ensuite, le traitement de la douleur a été remarquable. Mais bon, autant vous dire que passer 3 semaines à l'hôpital avec un bébé brûlé, c'était probablement l'une des expériences les plus éprouvantes de ma vie. Et si vous le souhaitez, je vous en reparlerai dans un autre épisode pour savoir comment, malgré la difficulté de ce séjour à l'hôpital, j'ai malgré tout, je pense, beaucoup mieux pris soin de moi et j'ai sans doute mieux vécu les choses que je n'ai vécu la semaine passée à l'hôpital avec ma fille cet été. Essentiellement parce que j'ai fait plus attention encore à moi et parce que j'ai essayé de préserver des habitudes de vie saines tout en vivant à l'hôpital avec extrêmement peu de sommeil puisque mon bébé ne dormait quasiment plus à ce moment-là. Bref, donc 2 enfants hospitalisés, plus maintenant les soins à long terme que nous devons assurer à notre bébé. Nous lui faisons un massage 2 fois par jour avec de la crème pour faciliter la cicatrisation. Il a un petit vêtement particulier qui est de compression qu'il doit porter tous les jours pour faire disparaître les cicatrices plus rapidement. Nous avons encore des rendez-vous médicaux et il devrait être suivi pendant longtemps pour vérifier la suite de la cicatrice. Bon, mon père a eu des problèmes de santé aussi, assez graves. Il a dû partir en EHPAD et mon frère et moi avons dû prendre en charge un certain nombre de choses au niveau administratif pour lui. J'ai fait un burn-out en août, ou au moins un début de burn-out. Et puis il y a ce fameux projet de loi qui voudrait interdire l'IEF, alors maintenant qui prévoit des dérogations, mais ça n'est malgré tout pas encore satisfaisant. Donc il y a ce fameux projet de loi, cette menace qui plane à la fois sur notre vie de famille, sur notre instruction en famille, mais aussi évidemment sur le côté professionnel, c'est-à-dire sur l'avenir des Montessori 7. Car si l'IEF disparaît ou est considérablement réduite, comme c'est le projet actuel, eh bien une grosse partie de mes stagiaires va disparaître tout simplement. Une grosse partie de mon public va disparaître et ça va impliquer de gros changements pour les Montessori 7. Bref, 2020 est venu avec son lot de difficultés, de challenges et de moments éprouvants. Malgré cela, j'ai considérablement réduit mon problème de migraine en 2020. Vers janvier-février 2020, j'ai commencé à réaliser que j'avais des migraines
très fréquemment. Chez moi, c'est le plus souvent hormonal, donc bon, que j'en ai une fois par mois, c'est quasiment inévitable. En revanche, je commençais à avoir des migraines supplémentaires qui étaient dues au stress, à la fatigue, etc. Et en améliorant mon hygiène de vie au fur et à mesure de l'année, en essayant différentes choses, eh bien, j'ai réduit ce problème de migraine, qui n'est plus à nouveau qu'un problème hormonal, et encore, je ne l'ai même pas à tous les cycles. À l'automne, j'ai perdu 12 kilos, et j'ai enfin atteint le poids que je souhaitais. Alors, au fur et à mesure des grossesses et des suites de grossesse, ça n'est pas la première fois que j'atteins ce poids-là, c'est juste que c'est un parcours en montagne russe. Mais par ailleurs, je me sens en bien meilleure forme physique, je me nourris beaucoup plus sainement que je ne l'ai jamais fait. Nous avons aussi une bien meilleure routine d'IEF. Je vous avoue que avec tout ce que nous avons vécu cette année, il y a eu des moments où nous avons un peu levé le pied, où nous ne travaillions pas tous les jours, il y a même eu des semaines entières où nous n'avons pas fait d'IEF. Et ça me tracassait, évidemment. Donc nous avons repris une bien meilleure routine d'IEF et nous travaillons tous les jours. J'ai aussi pu reprendre plusieurs services, alors que j'avais dû tout abandonner l'année dernière. Je n'avais plus l'énergie, le temps ou la disponibilité de faire quoi que ce soit, en plus de mon travail, de l'instruction en famille et de, je dirais, la gestion du quotidien à la maison. Et cette année, j'ai pu reprendre 2 services, donc ça me fait extrêmement plaisir. Et au final, je viens de faire mon bilan financier fin décembre. Et malgré ces mois quasiment blancs, ces difficultés liées à l'épidémie de coronavirus, eh bien les Montessori 7 ont connu un taux de croissance de 200% cette année. Ça veut dire que j'ai multiplié par 3 le chiffre d'affaires des Montessori 7 cette année. Alors c'est évidemment grâce à vous, grâce à chacune de mes stagiaires, que je remercie profondément, de me faire confiance, de m'avoir suivi dans ces aventures, dans les différentes formations que j'ai pu sortir cette année. Et donc, au final, comme vous le voyez, malgré de grosses difficultés, malgré des situations difficiles, eh bien, j'ai aussi connu des succès cette année. Et c'est une année assez paradoxale, mais qui, pour moi, me fait terriblement penser à cette citation du film Le Troisième Homme, qui m'a toujours beaucoup fait rire, et je pense que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi cette année. L'Italie, sous les Borgia, a connu 30 ans de terreur, de meurtre, de carnage. Mais ça a donné Michel-Ange, De Vinci et la Renaissance. La Suisse a connu la fraternité, 500 ans de démocratie et de paix. Et ça a donné quoi? Le coucou. Personnellement, je préfère la Renaissance au coucou, et il semblerait que beaucoup de belles et bonnes choses puissent sortir d'un terreau éprouvant. Après tout, les plus belles fleurs poussent sur du fumier. Et 2020 n'a pas manqué de fumier. Alors ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui répond justement vraiment à cette question que je me suis posée, de d'où ont pu venir ces succès paradoxaux, malgré les difficultés que nous avons connues cette année. Qu'est-ce qui a fait que cette année, j'ai pu tirer le meilleur de moi-même dans ces domaines? Alors je suis très très loin d'être parfaite. Si vous pouviez voir ma maison, vous en seriez convaincu immédiatement. Mais malgré tout, il y a des choses que j'ai réussi à faire et à accomplir. Et je suis intimement convaincue que la clé de tout cela, ça a été de prendre de nouvelles habitudes, d'adopter de bonnes et saines habitudes d'une façon un peu particulière. C'est-à-dire que je n'ai pas fait ce que je faisais d'habitude, je n'ai pas pris de bonnes résolutions que je me suis efforcée de tenir un mois et puis qui ont flanché en février. Et j'ai essayé de me pencher vraiment sur les sciences du comportement et sur 3 livres en particulier que j'aime beaucoup. Atomic Habits de James Clear, Tiny Habits de B.J. Fogg et The Power of Habit de Charles Duhigg. Alors ces 3 livres, je vous donne les titres en anglais, mais ils existent très certainement en français. Simplement, je connais pas les titres, puisque comme je peux les lire en anglais, je vous avoue que je les lis en anglais. Et à travers ces 3 livres et leur mise en application, eh bien, j'ai vraiment réussi à prendre de nouvelles habitudes cette année, qui sont assez bien
assez bien implantées. Et puis même si elles s'atténuent à un moment ou à un autre, je sais comment leur redonner un coup de boost et faire en sorte de bien reprendre ces nouvelles habitudes. Alors je me permets de faire une petite pause avant de vous expliquer les leçons que j'ai tirées de ces livres, simplement pour lire l'avis qu'a laissé l'une d'entre vous, Claire Unkids, sur iTunes. Et je la remercie du fond du cœur parce que ces avis sont un signe pour iTunes, Apple Podcast, que ce podcast des Montessori 7 est intéressant et qu'il faut donc le diffuser à plus de personnes. Donc chaque fois que quelqu'un met un avis, c'est un signal fort pour les plateformes comme iTunes. Donc je vous en remercie profondément. Elle a écrit « Merci Anne-Laure pour tous ces sujets de réflexion. Ta grande compétence transparaît dans chaque podcast. Maman de 4 enfants instruits en famille, je suis passionnément acquise à la cause de l'IEF. Comment ne pas l'être lorsqu'on regarde ces petits êtres s'épanouir et déployer tout leur potentiel au fil des mois. Alors merci encore et bravo, Claire de Toulon. » Merci à toi Claire, et cela me permet de rebondir sur cette cause de l'IEF, simplement pour vous signaler que le nouveau projet de loi qui a été modifié concernant l'IEF n'est toujours pas satisfaisant. Il est très très loin d'être satisfaisant, car il y a un nouveau motif de dérogation qui a été ajouté, mais qui est extraordinairement vague et qui implique qu'il faille partir d'une situation particulière propre à l'enfant pour demander une dérogation et obtenir l'autorisation de pratiquer l'IEF. Mais le gouvernement envisage le retour de 35 000 enfants à l'école. Et donc concrètement, ils veulent réduire à 5 000 enfants seulement la part des enfants en IEF qui ne suivent pas le CNED réglementé. Donc bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais autant vous dire que c'est catastrophique. En l'occurrence, nous, par exemple, avec nos 5 enfants, nous n'avons aucune raison particulière, propre à l'enfant, de demander une dérogation pour l'IEF. Donc il y a fort à parier qu'avec cet amendement, nous ne pourrons plus continuer l'IEF. Et il y a des dizaines de milliers de familles dans le même cas que nous. Ce projet de loi devrait passer, alors les choses varient un petit peu, mais devrait passer autour du 20 janvier à l'Assemblée pour être voté. Il est actuellement en commission. Je vous invite vraiment du fond du cœur, si cette cause vous tient un tout petit peu à cœur, à contacter votre député, à prendre rendez-vous avec lui, parce que c'est ce qui marche le mieux. C'est très facile d'obtenir un rendez-vous. Allez voir sur Internet les coordonnées de la permanence de votre député. Prenez rendez-vous, même si c'est avec un collaborateur parlementaire et pas avec le député lui-même. Ça n'est pas grave. Prenez rendez-vous avec lui et expliquez-lui que cette loi, c'est une privation de liberté phénoménale et que pour les familles qui pratiquent l'instruction en famille, ce motif de dérogation est très, très, très loin d'être suffisant et qu'il n'y a aucune garantie sur la façon dont les dossiers seront traités et dont les autorisations seront accordées. On répète souvent que l'instruction en famille est interdite en Suède. En fait, c'est faux. L'instruction en famille est légale en Suède. Elle est simplement soumise à autorisation. Simplement, le gouvernement n'accorde jamais cette autorisation. Et donc c'est exactement ce qui nous guette en France. On prétend que ajouter une dérogation, c'est suffisant pour rendre cette loi constitutionnelle et lui permettre de respecter nos libertés fondamentales, mais en fait ça n'est pas du tout le cas, puisque nous serons totalement soumis à l'arbitraire du ministère de l'Éducation nationale qui pourra décider une année de ne plus accorder d'autorisation, ou d'en accorder extrêmement peu, ou d'en accorder sur des critères qui seront arbitraires et flous. Donc je vous en supplie, si vous pouvez contacter votre député et prendre rendez-vous avec lui, cela a un impact énorme, je peux vous le garantir. Mais bon, revenons-en un petit peu à ces histoires d'habitude pour partager avec vous 3 éléments particuliers qui sont 3 petits secrets, en quelque sorte, pour pouvoir adopter de nouvelles habitudes pour vous-même ou bien pour vos enfants. Et je vous donnerai en fin d'épisode quelques exemples d'habitudes que nous avons prises à la maison, pour moi, mais aussi pour les enfants. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que c'est le thème de l'accompagnement à la parentalité et à l'IEF Montessori du mois de janvier. C'est-à-dire que nous allons consacrer le mois à parler de ces nouvelles habitudes que nous avons envie de prendre avec la nouvelle année. Et surtout, nous allons tous
toutes les souricettes de l'accompagnement, adopter de nouvelles habitudes en suivant ces méthodologies et nous allons à chaque fois voir ensemble ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour parvenir à prendre de nouvelles habitudes ensemble au niveau de toute la famille, donc aussi bien parents qu'enfants. Premier secret pour adopter, les 3 secrets pour adopter de nouvelles habitudes. Le premier, c'est qu'il faut les rendre minuscules. Le deuxième, c'est qu'il faut récompenser son cerveau. Et le 3e secret, c'est qu'il faut répéter. Alors, premier secret, rendre ses habitudes absolument minuscules. L'objectif est de dépasser la question de la motivation. C'est facile en début d'année, le 1er janvier, vous êtes hyper motivé, vous vous dites « Je vais me remettre à la course et je vais aller courir 10 km tous les jours. » J'exagère à peine. Et ça marche pendant une semaine. Pourquoi ? Parce que vous êtes hyper motivé. Parce que c'est le 1er janvier. Parce que tout le monde parle de bonnes résolutions, de nouvelles habitudes, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, vous n'avez plus de motivation. La motivation, ça retombe. La motivation, ça n'est pas fiable. Ça ne tient pas. La motivation, on ne peut s'en servir que pour faire quelque chose d'unique, quelque chose qui n'est pas appelé à se répéter. Par exemple, si vous voulez vous remettre à la course, la motivation va peut-être vous permettre d'aller acheter de nouvelles baskets, de trouver le temps et l'énergie d'aller dans un magasin acheter de nouvelles baskets ou une nouvelle tenue pour pouvoir courir. Ça va peut-être aussi vous donner la motivation pour faire quelques recherches et établir un plan d'entraînement. Ça demande un effort assez conséquent, mais limité dans le temps, une seule fois. En revanche, la motivation ne tiendra pas pour vous permettre d'aller courir tous les jours. Ça ne fonctionnera pas. Si vous rendez vos habitudes absolument minuscules, vous n'aurez plus aucune excuse. Par exemple, il faudrait que je fasse une lessive tous les jours. Mais je n'ai pas envie de lancer une lessive. Je n'ai pas le temps. Donc le matin, je prends un petit déjeuner et puis il faudrait que j'aille lancer une lessive. Mais je n'ai pas le temps. J'ai toujours un enfant qui me sollicite. J'ai les fameux massages à faire à mon bébé. Et je me laisse prendre par le reste des activités parce que je sais que je n'ai pas 5 ou 10 minutes à consacrer à cette fichue lessive. Mais franchement, trier les vêtements du jour, les vêtements d'une journée, entre le blanc, les couleurs vives et les couleurs sombres, ça me prend quoi ? 10 secondes ? Allez, peut-être 15 secondes ? Je n'ai plus aucune excuse. Ça, je peux le faire tous les jours. Si, par la suite, le fait d'avoir trié mon linge crée en moi un sentiment de réussite et un élan de motivation, et si j'ai la disponibilité pour le faire, eh bien, je peux lancer une lessive en prime. Tant mieux. C'est formidable. Mais si jamais je n'ai fait que trier mon linge, eh bien, tant pis. C'est déjà ça. J'ai quand même fait un pas en avant. Et j'ai de quoi être fière. Et c'est une habitude qui va dans le bon sens. Donc, plutôt que de rechercher la perfection, ce que je devrais faire, eh bien, je recherche la plus petite chose que je peux faire systématiquement sans aucune excuse. Et il faut bien se rendre compte que ces multiples petites habitudes se multiplient les unes les autres. Si je me mets à trier mon linge tous les jours, à un moment, ce sera tellement automatique, tellement imprégné en moi, que je trouverai davantage l'énergie de lancer une lessive. Et comme mon linge sera déjà trié, lancer une lessive ne me prendra que 2 minutes au lieu de 5. Et une fois que j'aurai pris l'habitude de faire cette lessive tous les jours, eh bien, je prendrai aussi l'habitude de déplacer ma lessive dans le sèche-linge. Ça prend 15 secondes, ça n'est rien. Etc., etc. Et ces habitudes vont se multiplier, se composer. En fait, c'est le même principe que les intérêts composés à la banque. Si vous mettez à la banque une petite somme, mais tous les mois, de façon extrêmement régulière, eh bien, grâce au principe des intérêts composés, vous aurez à la fin une somme conséquente. Alors que si vous ne mettez qu'une somme, alors, certes, une somme relativement importante, mais ponctuellement, une fois de temps en temps, quand vous y pensez, ce qui au final sera peut-être une fois tous les ans, tous les 3 ans, eh bien, à la fin, vous n'allez pas vous retrouver avec grand-chose.
Donc pensez à ces toutes petites habitudes minuscules que vous pouvez développer, mais qui seront un petit pas en avant dans votre vie. C'est ce que James Clear appelle les habitudes atomiques, d'où le titre de son livre Atomic Habits. Et B.J. Fogg, lui, parle de tiny habits, des habitudes minuscules. Eh bien, je peux vous assurer que ça fonctionne. Et le deuxième secret, pour rendre ces habitudes automatiques et les faire de façon régulière, c'est de systématiquement récompenser son cerveau. Il y a certaines habitudes que l'on prend très facilement, et vous en êtes bien consciente. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il est aussi facile de prendre l'habitude d'avaler un carré de chocolat après le repas? Ou pourquoi est-il aussi facile de prendre l'habitude de fumer? Pourquoi est-il aussi facile de prendre l'habitude de s'affaler sur son canapé devant Netflix? Eh bien, c'est simple, c'est parce que nous avons à chaque fois une récompense immédiate. Un pic de sérotonine, par exemple pour le chocolat, ou un pic de dopamine, par exemple pour le fait de fumer. Un pic de ces hormones du bonheur dans le cerveau. Alors nous avons 4 hormones liées au bonheur. Nous avons la sérotonine, qui est en quelque sorte, alors je simplifie, je caricature, je suis sûre que s'il y a des médecins, des endocrinologues, ou je ne sais pas, ils vont me haïr de parler comme ça des hormones. Je simplifie, d'accord, ça n'a pas de grande importance d'aller plus loin dans les détails, mais la sérotonine, en vulgarisant, c'est en quelque sorte l'hormone de la sécurité, c'est aussi l'hormone du respect social, de la fierté, voilà, de la satisfaction que l'on a de soi-même. Voilà, en gros, en quoi consiste la sérotonine. La dopamine, c'est plutôt l'hormone du plaisir. Vous avez aussi l'ocytocine, qui est assez connue des mamans qui allaitent en particulier, ou des jeunes mamans qui ont accouché, parce que l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Et on a des décharges d'ocytocine, entre autres au moment de l'accouchement, entre autres au moment où on allaite, de façon à renforcer le lien d'attachement entre la mère et son enfant. Et nous avons enfin l'endorphine. Dans endorphine, vous reconnaissez le suffixe orphine qui ressemble à morphine. En fait, l'endorphine, c'est exactement comme la morphine, c'est une hormone du bien-être, elle permet de lutter contre la douleur, elle permet de planer, en quelque sorte. C'est l'hormone qui va se répandre. Par exemple, lorsque vous faites un effort physique intense pendant longtemps, les coureurs connaissent bien ça. Si vous courez de façon intensive pendant 20 à 25 minutes, à un moment donné, vous allez avoir une décharge d'endorphine parce que vous poussez votre corps assez loin. Et celui-ci, pour se défendre en quelque sorte, pour se préserver de la douleur, de l'intensité de l'effort, va sécréter des endorphines. Et vous allez avoir le sentiment de planer totalement. Donc voilà ces 4 hormones, sérotonine, dopamine, ocytocine et endorphine. Et chaque fois que vous faites quelque chose qui suscite la sécrétion d'une de ces hormones, eh bien ça vous fait du bien. Et ça peut activer dans le cerveau le circuit de la récompense. Alors le circuit de la récompense, il s'active surtout avec la dopamine. Du moins c'est les études qui ont été faites, mais on sent bien que malgré tout, ce circuit est aussi activé avec les autres hormones. On le voit bien par exemple avec l'ocytocine, quand on fait un câlin, on ressent quelque chose de positif, on a un lien d'attachement qui se développe et on a envie de recommencer. Tout ce qui procure du plaisir, tout ce qui fait du bien, on a envie de le recommencer. Et donc lorsqu'on se met à fumer une cigarette, la cigarette provoque une sécrétion de sérotonine dans le cerveau, eh bien le cerveau a envie de reproduire cette sensation, d'avoir à nouveau cette décharge de sérotonine et donc nous pousse à recommencer à fumer. Même chose pour Netflix, même chose pour le chocolat. Ça sécrète de la dopamine. On se sent bien, on se sent reposé et donc le cerveau a envie de recommencer. Mais nous pouvons très bien utiliser ce système. Nous pouvons créer artificiellement une production de telles hormones pour déclencher le circuit de la récompense dans le cerveau autour des habitudes que nous voulons adopter. Par exemple, si vous faites quelque chose et que vous voulez sécréter artificiellement, faire sécréter à votre corps de la sérotonine, eh bien vous pouvez imaginer, vous rappeler quelque chose qui vous fasse vous sentir fier de vous.
Vous pouvez vous rappeler quelque chose que vous avez accompli, quelque chose dont vous êtes vraiment fier. Et vous allez ressentir à nouveau cette sensation de fierté en vous. Et en fait, cette sensation de fierté, elle est associée à une sécrétion de sérotonine. Donc, dans l'exemple que je vous ai donné de trier mon linge, je peux très bien trier mon linge et me sentir fière de moi d'avoir trié mon linge. Alors, si trier mon linge ne suffit pas à me faire ressentir de la fierté, pourtant il y a de quoi être fier quand on trie son linge tous les jours, si ça ne suffit pas, je peux très bien me rappeler quelque chose d'extraordinaire que j'ai accompli. Me rappeler un moment où j'ai dépassé mes limites, physiquement par exemple. Me rappeler un accouchement par exemple. A priori, la plupart d'entre vous êtes maman. Vous avez donc forcément connu un accouchement ou si vous avez adopté, bien vous avez connu le moment où l'on vous a dit oui, vous êtes digne de confiance, nous allons vous confier un enfant. Et là, vous avez de quoi vous sentir fier également. Donc vous pouvez penser à quelque chose qui vous fasse vous sentir fier de vous. Si vous voulez faire en sorte de sécréter de la dopamine, donc l'hormone du plaisir, vous pouvez chanter ou penser à une situation particulièrement heureuse. Quelque chose qui vous procure justement du plaisir. Quelque chose d'amusant, c'est que les chercheurs ont remarqué que tout ce qui était rond et coloré procurait de la joie et du plaisir. Par exemple, c'est pour cela, a priori, que nous avons une réaction très positive à des choses comme des ballons de couleurs, des montgolfières, des gouttes de pluie avec un peu d'arc-en-ciel dessus, des macarons, toutes les choses un peu rondes et colorées, naturellement suscitent en nous un certain plaisir et une certaine joie. Si vous voulez sécréter de l'ocytocine, vous pouvez vous faire à vous-même un câlin. L'ocytocine est une hormone très liée au toucher, au contact tactile. Vous pouvez aussi penser aux gens que vous aimez. Pensez à votre bébé si vous avez un bébé, pensez à l'un de vos enfants, pensez peut-être à votre conjoint, pensez à votre animal, imaginez ou caressez votre animal s'il est à côté de vous. Vous pouvez aussi vous faire un petit massage de la main, du pied, de la tête. N'hésitez pas à vous faire un petit massage. Encore une fois, c'est une hormone qui est très liée au contact tactile. Et pour l'endorphine, eh bien, vous pouvez... Alors, je vous déconseille de provoquer une douleur en vous dans le seul but de vous faire sécréter de l'endorphine, mais vous pouvez rire. Parce que si l'on rit à gorge déployée, ça permet de sécréter de l'endorphine. Vous pouvez vous étirer aussi. Alors, quand on s'étire, il y a une certaine forme de douleur qui intervient. Donc, il n'y a pas besoin de pousser jusqu'au niveau de la vraie douleur. Simplement sentir la tension dans l'étirement et puis relâcher. Voilà, tout cela va vous permettre de créer artificiellement une sécrétion de telles hormones du bonheur, sérotonine, dopamine, ocytocine ou endorphine, et donc d'enclencher les circuits de la récompense dans votre cerveau. Et si votre cerveau est récompensé, il aura envie de recommencer. Alors, j'en profite pour faire une toute petite digression. C'est que la seule récompense que j'ai en faisant ce podcast, c'est de lire vos notes et vos avis, les notes et les avis que vous mettez sur Apple Podcast. Apple Podcast est à l'heure actuelle la seule plateforme qui permette de laisser une note ou un avis. Et pour les podcasteurs, c'est le seul moyen d'avoir un retour sur ce que nous faisons. Donc c'est ma petite récompense. Chaque fois avant d'enregistrer un nouvel épisode, eh bien je viens lire les derniers avis postés sur Apple Podcast. Donc si vous avez envie de me récompenser, eh bien vous pouvez aller sur Apple Podcast et mettre un avis sur le podcast du Terrier des Montessori 7. Le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Et puis à votre tour, il est tout à fait possible que vous en soyez récompensé, puisque je vais bientôt tirer au sort un avis parmi tous ceux qui ont été publiés et envoyer au grand gagnant un jeu de société. Donc tout le monde pourrait se retrouver récompensé dans l'affaire. À mon avis, c'est plutôt intéressant. Donc premier secret, rendre nos habitudes aussi minuscules que possible pour ne pas dépendre de notre niveau de motivation. Deuxième secret, créer artificiellement une récompense en nous en chantant, en se sentant fier de nous, bref, en ressentant quelque chose de positif,
en se poussant à sentir quelque chose de positif après avoir accompli notre petite habitude, notre habitude minuscule. Troisième secret, c'est qu'il faut les répéter, ces nouvelles habitudes. Peut-être que vous avez pris une bonne résolution, quelque chose de très simple, quelque chose de tout petit. Peut-être que vous avez réfléchi à une façon de vous récompenser, votre cerveau, de vous sentir bien après avoir fait cette petite habitude. Mais manque de chance, chaque jour, vous oubliez votre habitude. Alors déjà, pour ne pas oublier son habitude, il faut trouver le bon déclencheur, quelque chose qui va intervenir tous les jours. Par exemple, pour ma lessive, peut-être que je pourrais trier mes vêtements le soir au moment de me déshabiller. Je me déshabille, j'enfile mon pyjama, hop, immédiatement après, je vais trier mon linge. Donc ça, c'est le déclencheur. Mais comment faire pour ne pas oublier ? Eh bien, c'est là que nous allons répéter, exactement comme une pièce de théâtre. Nous allons faire des répétitions, des répétitions, des répétitions. Et à chaque fois, nous allons répéter le déclencheur, l'habitude et la récompense. Par exemple, je l'ai fait assez récemment avec nos enfants, je leur ai demandé de prendre l'habitude, chaque fois qu'ils montaient l'escalier, de regarder s'il n'y avait pas quelque chose sur le palier et de remonter une chose posée sur le palier à l'étage dans leur chambre. C'est tout petit, c'est minuscule, je leur demande pas de ranger tout ce qu'il y a sur le palier. Une chose, de remonter à chaque fois une chose qui est sur le palier et de la remettre à sa place. Ça va leur prendre maximum 20 secondes. Donc c'est tout petit, ça c'est gagné. Il y a un déclencheur. Le déclencheur, c'est quand je monte l'escalier. Et du coup, moi, je n'ai plus qu'à mettre les choses qui traînent, tous les jouets qui traînent dans le salon, et à les poser sur le palier. Non, moi, ça m'arrange bien. Eh bien, ils ont répété, répété et répété. Ils ont choisi, alors je les ai un peu encouragés, poussés, j'aurais suggéré des idées de récompense. Ils pensaient à quelque chose dont ils étaient particulièrement fiers. Ils n'avaient pas envie de me taper, ils auraient pu me taper dans la main, par exemple, ou se taper dans la main. Ils auraient pu dire ouais ou trop fort. Ils auraient pu faire plein de choses, mais la solution que nous avons adoptée, c'était de penser à quelque chose dont ils étaient très fiers. Et par exemple, pour certains d'entre eux, c'était de repenser à l'acrobranche, au parcours d'acrobranche qu'ils ont fait cet été. Et oui, ils ont fait des parcours d'acrobranche qui, moi, me faisaient peur et que certains des adultes qui étaient avec nous n'ont pas osé faire, mais eux arrivaient à les faire. Donc, ils avaient de quoi se sentir hyper fiers d'eux-mêmes. Et donc, ils ont répété. Ils ont monté l'escalier, ils ont monté 3 marches, ils ont regardé s'il y avait quelque chose sur le palier. Il y avait quelque chose. J'avais prévu le coup, il y avait un certain nombre de choses sur le palier. Ils ont ramassé une chose, ils sont allés la ranger. Et ils ont pensé à l'acrobranche. Ils sont redescendus, ils ont remonté 3 marches. Ah, le palier, je prends quelque chose, je vais le ranger, boum, je pense à l'acrobranche. Et ils ont répété ça 7 à 10 fois. Alors, bien évidemment, au bout de 4 fois, il n'y avait plus rien sur le palier. Mais peu importe. L'idée n'était pas systématiquement de ramasser quelque chose, c'était de regarder s'il y avait quelque chose à ramasser. Et s'il y avait quelque chose, alors de le ramasser. Donc, chaque fois qu'ils grimpaient l'escalier et qu'ils regardaient sur le palier s'il y avait quelque chose, tchac, ils pensaient à l'acrobranche et à quel point ils pouvaient être fiers d'eux-mêmes. Et donc, on a activé ce système de répétition et ce circuit de la récompense. Du coup, le circuit de la récompense était bien amorcé parce qu'il était amorcé par 7 ou 10 répétitions de la même chose. Ce qui fait que le cerveau, maintenant, leur cerveau, chaque fois qu'ils vont monter les escaliers, va se dire « Oh, mais au fait, je reconnais cette situation. Si je regarde sur le palier pour voir s'il n'y a pas quelque chose à ramasser, je vais me sentir bien derrière. » Et donc, petit à petit, c'est comme ça qu'ils prennent cette habitude. Alors, je vais vous donner quelques exemples maintenant d'habitudes que j'ai pu prendre pour moi-même et d'habitudes que les enfants ont pu prendre en suivant ces 3 petits secrets, c'est-à-dire de rendre l'habitude minuscule, de récompenser le cerveau et de répéter ces habitudes. Premier exemple, je voulais développer l'habitude de méditer davantage. Seulement méditer, alors 10 minutes, je voulais méditer 10 minutes, mais c'est déjà trop. Je n'ai pas forcément le temps ou la disponibilité de méditer 10 minutes tous les jours actuellement. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de simplement y penser tous les jours et de... alors, j'ai
une page sur Internet où j'ai un certain nombre de méditations que je peux écouter pour me guider, de méditations guidées. Et donc, j'ai cet onglet toujours ouvert sur mon ordinateur portable. Et le matin, je prends mon petit déjeuner en regardant un bout d'épisode de série sur Netflix. Voilà, c'est mon petit plaisir du matin. Et j'ai décidé que à la fin de mon épisode de Netflix, donc ça c'est le déclencheur, j'ouvrirai l'onglet des méditations, je fermerai les yeux et je les rouvrirai. C'est tout. Si j'ai la disponibilité et le temps pour méditer, tant mieux, je fais ma méditation de 10 minutes. Si ça n'est pas le cas, au moins j'ai gardé comme un marque-place. Ça marque l'emplacement de cette habitude dans ma journée. Cette habitude dans ma journée est fixe, elle est à ce moment-là. Et si j'en ai la disponibilité, alors je peux méditer. Sinon, au moins, j'aurais fermé les yeux et je les aurais rouverts. Et pour me récompenser, je me prends moi-même dans les bras. C'est-à-dire que je me fais un câlin, je me dis, c'est bien, tu prends vraiment soin de toi. Voilà, c'est ma façon de faire les choses. Après, à vous de totalement adapter. Ce que je vous dis, c'est simplement le fruit de travail de chercheurs, parce que B.J. Fogg, par exemple, est un chercheur en sciences du comportement, extrêmement connu, qui fait ses recherches à Stanford. Et ma propre expérience dans ma vie de maman, avec un emploi du temps assez compliqué, et les choses qui ont fonctionné pour moi. Mais j'espère que vous réussirez du coup à adapter et à trouver vos petites habitudes, vos petites récompenses et vos propres déclencheurs. Une autre habitude qui est totalement tirée du livre Tiny Habits de B.J. Fogg, c'est ce qu'il appelle l'habitude Maui. C'est de se lever le matin en disant ça va être une merveilleuse journée. Enfin moi c'est ce que je me dis, ça va être une merveilleuse journée. Et je m'étire avec un grand sourire en même temps. Et ça c'est pour la récompense, pour les endorphines, la dopamine, les hormones du plaisir et du bien-être. Ça va être une merveilleuse journée. C'est une toute petite habitude, ça me prend 1 minute. Je me lève le matin, ça va être une merveilleuse journée. Grand sourire et je m'étire. Mais au moins ça place la journée sous un regard positif. Et ça, c'est extrêmement précieux. Une autre petite habitude que j'ai prise, c'était justement pour reprendre notre routine de l'IEF. Je n'avais même plus envie en fait de monter dans notre salle de classe pour travailler. Faut dire elle était devenue, c'était devenu un peu le bazar, donc il fallait ranger. Et comme je n'avais pas fait ce rangement, je n'avais pas envie d'y aller. Bon. Pour reprendre l'habitude simplement d'y aller, je me suis dit que ma petite habitude serait tout simplement de monter dans la salle de classe. Pas plus. C'était pas grave si je faisais pas autre chose. Juste monter dans la salle de classe. Tous les jours après mon temps de méditation. Ou mon temps où j'aurais fermé et ouvert les yeux. Donc, ma petite habitude est devenue, quand je rouvre les yeux, après le moment de méditation ou pas, eh bien je ferme l'ordinateur et je monte à l'étage. Et la récompense pour mon cerveau, c'est que pendant que je monte, je fredonne une petite chanson que j'aime beaucoup. Alors, ma petite chanson, c'est I'm walking on sunshine, ooh, I'm walking on sunshine, ooh, and don't it feel good? Et je la pêche en chantant ça. Et je chante cette chanson en montant l'escalier, ce qui fait qu'en plus, ça envoie un signal aux enfants qui se disent « Oh oh, elle chante sa chanson, ça y est, c'est le début de notre matinée d'IEF. » Donc ils ont bien compris, maintenant. Alors je peux vous dire qu'eux, ils n'aiment pas cette chanson, hein. Mais tant pis. Au moins, c'est un signal, c'est quand même un signal joyeux et positif. Et nous avons ainsi repris une bonne et saine routine d'IEF. Concernant les enfants, eux aussi, je les ai encouragés à prendre de nouvelles habitudes en partageant avec eux ce système-là. Les enfants sont capables de comprendre tout ça, il n'y a aucun problème. Et donc, les habitudes qu'ils ont prises, ce sont les suivantes. Quand ils montent l'escalier, donc, ils regardent sur le palier, s'il n'y a pas une chose à ramasser, ils vont la mettre à sa place. Deuxième habitude, quand ils sortent de la douche, ils ramassent leurs vêtements pour les mettre dans le panier de linge sale. Ça prend quelques secondes. Autre habitude, quand je sors de table, je mets mes couverts dans le lave-vaisselle. Même chose, ça leur prend très peu de temps. Autre habitude possible, je mets mon pyjama, je pense à une chose pour laquelle je suis reconnaissant aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour leur donner l'habitude de la gratitude, qui est l'un des meilleurs outils dont on dispose pour être heureux, tout simplement, pour se sentir heureux.
et l'un des meilleurs outils aussi pour développer sa force de volonté. On est beaucoup plus à même de résister à la tentation, de maîtriser ses émotions, etc. Lorsqu'on fait preuve de gratitude. Et à chaque fois, ils se récompensent. Alors, ils ont tous des modes de récompense un peu propres, mais je vous le disais, ils peuvent se taper dans la main, ils pourraient, vous savez, fermer le poing et tirer le coude vers le bas en faisant « Ouais, je suis trop fort ». Se rappeler un moment dont ils sont hyper fiers, se rappeler un pur moment de bonheur. Par exemple, pour l'acrobranche, ils pensaient aussi au moment de la tyrolienne. Quand il glissait sur la tyrolienne, ce pur moment de frisson, ou quand il devait sauter sur un tapis, un filet façon Spider-Man, c'est pareil, ce pur moment d'émotion. Donc ils se rappelaient tout ça. Ils peuvent chanter, ils peuvent sourire mais jusqu'aux oreilles. Voilà, ils peuvent faire tout un tas de choses. Donc voilà quelques idées pour vous. J'espère que vous y trouverez un peu d'inspiration. Ça me plairait énormément de savoir quelles habitudes vous avez adoptées. Donc n'hésitez pas à venir sur le blog des Montessori 7 pour me le dire en commentaire. Ou même à laisser un petit message. Vous savez que vous pouvez laisser un message pour poser vos questions, mais aussi pour partager vos nouvelles habitudes, si vous le voulez, sur la page du podcast des Montessori 7. Si vous cherchez podcast Montessori à la maison, vous le trouverez très rapidement. Et vous pouvez enregistrer votre petit message sur cette page. Mais si vous avez envie de mettre tout ça davantage en pratique, et surtout en étant accompagné, en étant dans un groupe de personnes aux intérêts similaires, et qui pourront vous encourager, vous aider à trouver ce qui ne fonctionne pas, s'il y a une habitude qui ne prend pas, vous aider à trouver des idées aussi, de nouvelles habitudes que vous pouvez prendre pour faciliter votre vie de famille ou pour faciliter l'instruction de vos enfants, eh bien n'hésitez pas à rejoindre l'accompagnement. L'accompagnement parentalité et IEF Montessori. Parce que justement, comme je vous le disais, c'est le thème de ce mois-ci. C'est une communauté absolument formidable. Et vous avez déjà plus d'1 an et demi de ressources qui s'accumulent sur cette plateforme de formation. Avec des choses sur des jeux de langage, des livrets de géographie qui sont incroyablement riches. Vous avez des choses sur les valeurs qui vous inspirent dans votre parentalité, dans l'IEF. Vous avez des outils liés à la discipline positive. Vous avez tout un tas de choses. Vous avez des séances de questions-réponses au moins 2 fois par mois où vous pouvez me poser toutes vos questions en direct sur la parentalité ou sur la pédagogie Montessori. Et vous avez encore une fois cette magnifique, magnifique communauté. Et cette communauté, je voudrais la remercier. Si vous faites partie de l'accompagnement ou si vous êtes l'une de mes stagiaires, merci du fond du cœur pour tout. J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de messages, beaucoup de cartes postales de vous pendant que notre bébé était hospitalisé. Tous les jours, mon mari me prenait en photo les nouvelles cartes postales qui étaient arrivées et me les envoyait par WhatsApp. Et franchement, waouh! On parlait de récompenses et d'hormones, vous n'imaginez pas le shoot de tout, de dopamine, de sérotonine, de cytocine que ça provoquait. Ça a été un soutien incroyable. Donc voilà, vous voyez quel genre de communauté il s'agit. C'est le genre de communauté où quand votre bébé est hospitalisé, eh bien vous recevez des cartes postales des autres sourissettes. Donc merci infiniment. Et je voudrais vous laisser sur cette belle citation de Sénèque qui m'a un peu portée tout au long de cette année. La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Je vous souhaite alors une année 2021 qui ne sera peut-être pas sans pluie, mais je vous souhaite une année 2021 pleine de danse, de rire et de chant. Une année 2021 faite de bonheur malgré l'adversité, en n'oubliant pas que les plus belles roses fleurissent sur du fumier. Peut-être que vous viendrez danser avec nous dans l'accompagnement. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt
Ce podcast va reprendre de façon régulière. Vous comprendrez bien qu'avec ces 3 semaines à l'hôpital, il a fallu une pause. Mais ce podcast n'est pas abandonné, loin de là. Ce sera ma nouvelle habitude pas si minuscule de janvier. Et je vous dis donc à très bientôt. Votre petite sourisette, Anne-Laure.